Qu'est-ce que Lane Hutson a fait? Qu'est-ce que Lane Hutson n'a pas fait? Pourquoi? Pourquoi Lane Hutson n'est pas avec l'équipe américaine en vue des Jeux olympiques? Ça devient de plus en plus difficile à expliquer et j'imagine que c'est ça qu'on va essayer de faire. Pourquoi un défenseur qui peut, de façon légitime, aspirer à être finaliste au Trophée Norris à la fin de l'année n'est pas assez bon pour être parmi les 8 défenseurs américains qui vont aller aux Jeux olympiques. On l'a vu plus tôt cette semaine, Seth Jones doit déclarer forfait en vue des JO et c'est le défenseur des Ducks, Jackson Lacombe, un bon défenseur, qui va prendre sa place. Mais soyons honnêtes, là. Soyons honnêtes. Il y en a un paquet que Jackson Lacombe, il n'avait aucune idée c'était qui. Avant l'automne, avant qu'il signe une prolongation de contrat de 8 ans, à 9 millions par année avec les Ducks, là, on a fait « Quoi? Qui? » Tu sais, fait qu'il 9 millions par année, on s'entend, Jackson Lacombe, il doit être bon. Et à partir du moment où c'était Seth Jones qui devait déclarer forfait, Seth Jones qui n'aurait probablement pas été utilisé en avantage numérique, ce rôle-là semble être destiné à d'autres défenseurs américains, probablement utilisé donc en désavantage numérique, et évidemment à 5 contre 5, ça devenait évident que c'était pas Lane Hutson. J'ai le goût de dire, c'était peut-être pas une surprise que Lane Hutson soit écarté de la formation initiale des Jeux olympiques. C'était probablement encore moins une surprise que ce soit pas le défenseur qui soit appelé à remplacer Seth Jones. Ça fait que ce qui devient de plus en plus évident, c'est que la seule façon, la seule chance que Lane Hutson puisse avoir de représenter les États-Unis aux Jeux olympiques, c'est une blessure à Quinn Hughes. Sans une blessure à Quinn Hughes, Lane Hutson ne sera pas là. Et là, c'est écrit où? C'est qui a décidé? C'est écrit où que Quinn Hughes est un meilleur défenseur que Lane Hutson? C'est décidé, ça, c'est réglé. Dans ce type de défenseur-là, un défenseur résolument offensif, un défenseur de petite taille, spécialiste de l'avantage numérique, un corps arrière, un défenseur rapide sur la relance, un défenseur qui est capable de mettre la défense adverse sur les talons en zone offensive. Est-ce que Quinn Hughes est meilleur que Lane Hutson dans tout ça ou il y a juste plus d'expérience que Lane Hutson? OK, on regarde, sans bourrer de statistiques, là, on regarde quelques stats ensemble qui, en tout cas, si Quinn Hughes est meilleur que Lane Hutson, il ne l'est pas par beaucoup, et c'est d'ailleurs pas ce que les statistiques pour cette saison, en tout cas, semblent vouloir indiquer. Lane Hutson, présentement, 52 points en 50 matchs. Quinn Hughes, 44 points en 45 matchs. Donc, c'est dans les mêmes eaux, mais Lane Hutson a une moyenne de points par match légèrement supérieure à celle de Quinn Hughes. En fait, il y a seulement 2 défenseurs qui ont plus de points par match que Lane Hutson cette saison dans la LNH. Tu as Cale Makar, évidemment, pas mal tout le temps au sommet, et tu as Zach Werenski, qui, lui, évidemment, va être des Jeux olympiques avec les États-Unis. Et là, tu as le jeu à 5 contre 5. Souvent, c'est l'élément qu'on ressort pour tenter d'expliquer pourquoi Lane Hutson ne serait pas de taille aux Jeux olympiques, spécialement contre le Canada. En tout cas, offensivement, j'ai été surpris de voir cette statistique-là. 73% des points de Lane Hutson cette année ont été enregistrés à égalité numérique. Pour Quinn Hughes, 56% de ses points à égalité numérique. Donc, Quinn Hughes est plus dépendant cette année, en tout cas, de l'avantage numérique que ne l'est Lane Hutson. Mais le point, je pensais à tort, comme on va le constater, que le point qui séparait vraiment Hutson de Quinn Hughes, c'était le coup de patin. Je pensais que Quinn Hughes était vraiment supérieur au niveau de la vitesse. Quinn Hughes est probablement plus fluide. Lane Hutson, des fois, il a l'air d'un rameur. Hein, quand il patine, c'est pas ce qu'il y a de plus élégant. Il a l'air d'un rameur qui voit que la chute s'en vient, là, puis faut que ça change de bord. Ceci étant dit, Lane Hutson, comme nous l'a démontré le site, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, un site affilié à celui de la Ligue nationale, NHL Edge, où est-ce qu'il démontre une foule de statistiques, démontre notamment, comme on peut le voir ici, que Lane Hutson atteint une vitesse élevée entre 29 et 32 km/h et entre 32 et 35 km/h plus régulièrement que Quinn Hughes. Ça, j'avoue que ça m'a surpris. Je pensais que Quinn Hughes était vraiment un patineur plus habile, ou en tout cas plus rapide que Lane Hutson. Visiblement, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, chez les défenseurs, parce qu'on calcule aussi le percentile des statistiques, chez les défenseurs, Lane Hutson est au 99e percentile pour le nombre de fois. Évidemment, il joue plus que
c'est un défenseur qui est très utilisé, mais ça reste que c'est pas le seul. Là. Il est au 99e percentile pour le nombre de fois qu'il a atteint ces vitesses-là, entre 29 et 32 et entre 32 et 35 km/h. Donc, la vitesse, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'explosion, c'est vraiment pas un problème dans le cas de Lane Hudson. Là où Quinn Hughes se distingue par rapport à Lane Hudson, c'est au chapitre de la vitesse du lancer. À peu près toutes les statistiques favorisent Quinn Hughes là-dessus. J'ai le goût de te dire que ça ne change pas grand-chose parce que Lane Hudson a marqué plus souvent avec 9 buts que Quinn Hughes depuis le début de la saison. Lane Hudson est tellement agile, il est tellement vif, tellement capable de changer de direction rapidement. Qui va trouver des façons d'atteindre l'enclave, même d'être plus creux en zone offensive. Ce qui fait que ses buts, même s'il n'a pas le lancé à Sheldon Surrey, là, il va marquer des buts. Il va marquer entre 10 et 15 buts. Peut-être va se rapprocher de 20 buts à chaque année. Au niveau des revirements maintenant, et au niveau des revirements par tranche de 60 minutes, parce que Quinn Hughes est davantage utilisé au début de l'année par les Canucks et maintenant par le Wild que ne l'est Lane Hudson avec le Canadien. Mais au niveau des revirements par tranche de 60 minutes, Lane Hudson fait mieux aussi que Quinn Hughes à 2,87 par tranche de 60 minutes contre 3,13 par tranche de 60 minutes. Donc la marge n'est pas exceptionnelle, mais c'est certainement pas quelque chose que Quinn Hughes fait de mieux que Lane Hudson non plus. Tu sais, on n'aura jamais le véritable fond de la pensée de Bill Guérin entre les deux défenseurs. Mais il est assurément permis de se croire que si tu conserves exactement le même rendement pour les deux joueurs, okay, ça demeure le même joueur, mais que Lane Hudson est le défenseur de 26 ans et que Quinn Hughes devient le défenseur de 21 ans, peut-être que ce n'est pas le même joueur qui finalement représenterait les États-Unis aux Jeux olympiques. Et on n'a pas besoin de reculer bien loin en arrière pour tenter de comprendre comment les États-Unis réfléchissent. D'ailleurs, ce qui n'est pas si différent du Canada non plus. Là. Autant chez les défenseurs que chez les attaquants, ce sont des mentalités qui se ressemblent. Au niveau des États-Unis, l'année dernière, en finale contre le Canada, les deux défenseurs, là je parle de la confrontation des 4 nations, les deux défenseurs qui ont été utilisés le plus souvent, d'ailleurs ça a été les deux défenseurs les plus utilisés des États-Unis durant le tournoi, mais c'est encore plus frappant en finale contre le Canada, c'est Jaccob Slavin et Brock Faber qui ont été utilisés en finale, le match est terminé en prolongation, utilisés au-delà de 28 minutes par match, 5 minutes de plus. C'est pas rien, là. 5 minutes de plus que le troisième défenseur le plus utilisé dans ce match-là pour les États-Unis, qui était Zach Werenski. Donc, Slavin et Faber vont être les deux défenseurs les plus utilisés en désavantage numérique. C'était les deux défenseurs qu'on utilisait pour contrer, je ne sais pas lequel est lequel, là, le premier ou le deuxième trio du Canada, mais en tout cas le trio sur lequel évolue Connor McDavid et ou Nathan MacKinnon. Après ça, comme à peu près toutes les équipes dans la LNH, surtout avec la force de frappe à l'attaque que les États-Unis ont, on va utiliser seulement, fort probablement, un défenseur par vague en avantage numérique. Quinn Hughes et Zach Werenski sur une des deux vagues. Ça laissait assez peu de place à Lane Hudson dans ce contexte-là. Et rapidement, dans le cas de Jackson Lacombe, c'est un défenseur complètement différent de Lane Hudson. C'est un défenseur qui, avec les Ducks, est utilisé plus de 2 minutes 30 par match en désavantage numérique. Et ça, c'est malgré le fait qu'il soit utilisé plus de 3 minutes par match en avantage numérique aussi. C'est un défenseur de 6 pieds 2. D'ailleurs, chez les États-Unis, chez les 8 défenseurs, les 9, même si on inclut Seth Jones, il y a un défenseur qui est en bas de 6 pieds 1 et c'est Quinn Hughes. C'est peut-être pas étranger au fait qu'on semble, tu sais, autant chez le Canada que chez les États-Unis, on semble avoir construit l'équipe pour un duel contre le Canada ou les États-Unis. Et chez le Canada, il y a seulement 4 joueurs qui sont en bas de 6 pieds. Tu as Brad Marchand à 5 pieds 9, tu as Braden Point à 5 pieds 10, tu as Nick Suzuki et Sidney Crosby à 5 pieds 11. Donc, il n'y a pas beaucoup de petits joueurs.